Le ransomware, finalement, c'est juste que la fin de la fin de la fin. Ça veut dire, en fait, qu'avant tout ça, t'as toute une phase d'infiltration, toute une phase de reconnaissance, toute une phase un peu de préparation. Et quand t'as le ransomware, c'est juste que, ok, bon, là, à ce moment-là, les gars, ils ont décidé d'appuyer sur le bouton ultime qui va venir chiffrer, ou en tout cas extraire ton information, parce que d'ailleurs, ça aussi, c'est ce qu'on appelle la double extortion. Aujourd'hui, les gars, ils font plus juste que chiffrer. Ils s'assurent quand même avant ça d'extraire l'information, donc pour mieux te menacer, pour mieux te mettre cette pression psychologique, et puis après, ils chiffrent. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le monde de la cyber, on va parler de gangs de hackers. Et pour en parler, qui de mieux qu'un hacker ? Clément Domingo, bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut Leslie et salut tout le monde. C'est un exercice qui en vrai qui est assez compliqué de se présenter, mais je dirais SAX, je dirais hacker éthique pour certains, ingénieur en cybersécurité pour d'autres, chercheur en cybercriminalité pour encore une autre type de population, ou en fait peut-être aussi un peu le mec hyper bizarre pour d'autres, voilà, qui comprennent pas trop ce que je fais, ou sinon Clément Domingo officieusement, et je fais maintenant de la cyber depuis quelques années en France et en Europe, et de plus en plus maintenant en Afrique. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ton parcours, comment tu es devenu hacker éthique et tu es aujourd'hui aussi cofondateur de Hackers sans frontières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Le parcours, déjà, je pense que je le dois à mon équipe de hacking à la base qui s'appelle Expresso avec un H. D'ailleurs, je leur fais un gros coucou à toute la bande, et c'est d'ailleurs avec eux que, entre guillemets, j'ai un peu fait mes armes. À l'époque, on n'y connaissait absolument rien, on se faisait défoncer, enfin, en tout cas, quand on faisait un peu ce qu'on appelle des CTF, donc sont toute la partie où tu vas, donc pour les captures de flags, donc apprendre, entre guillemets, à hacker sur des sites ou des environnements qui sont simulés, et pas en vrai, chose qui est totalement différente du bug bounty, on pourra en parler un peu plus tard. Et sinon, j'ai fait une école d'ingénieur très classique où il y avait absolument pas de cybersécurité. J'ai commencé plutôt on va dire, à m'intéresser à la programmation, parce qu'à l'époque, je geekais un peu, entre guillemets, et je me suis rendu compte que je pouvais limite optimiser le temps que je passais à geeker, et surtout gagner plus de points, du coup de points d'XP, donc en fait de l'expérience. J'ai commencé à chercher un langage de programmation, c'est comme ça que je suis tombé à l'époque sur le Python, et sur le Python, sur des canaux qui existent d'ailleurs toujours, ce qu'on appelle les canaux IRC. Et les canaux IRC, pour faire un petit parallèle, c'est comme si aujourd'hui tu envoies des messages sur Messenger, sur WhatsApp, avec une UX, donc en fait une interface utilisateur. Mais les canaux IRC, c'est que de la ligne de commande. Enfin, vraiment, on va dire d'ailleurs ce fameux cliché-là des gars qui sont, ou des femmes aussi, qui sont derrière leur écran avec juste un écran noir et des écritures blanches. C'est un peu comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert tout un nouveau monde qui s'offrait à moi, et des gens, d'ailleurs ça je ne le rappellerai jamais autant et assez, qui avaient une éthique, parce que je pense que je serais tombé dans d'autres de ces chaînes-là, donc de ces canaux-là, avec une personne qui était tout aussi bon, mais qui n'avait pas du tout d'éthique. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là à discuter, et peut-être que je me mettrais un peu à piller des banques, ou même être un cybercriminel, qui sait. Justement, le côté obscur de la force, on va en reparler tout à l'heure, mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste être hacker éthique ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quel est ton travail aujourd'hui ? Je dirais que hacker éthique, c'est plutôt une mentalité, tout un univers à adopter. Enfin, lorsqu'on parle un peu, on va dire, des hackers, enfin, les tout premiers, c'était vraiment les gars du MIT à l'époque, un peu où Internet n'existait pas encore, mais c'était vraiment l'ARPANET. Puis après, il y a eu tous les magazines, dont un des magazines les plus connus, d'ailleurs, qui est encore référence, même s'il n'est plus du tout édité, qui s'appelle Frac, avec un PH, où tu avais quand même un peu à l'époque des codes qu'il fallait que tu reproduises, que tu réécrives soit à la main, sur des disquettes. En fait, c'est vraiment toute une mentalité. Et au-delà même, être hacker, ou en tout cas, le domaine même du hacking, c'est de savoir bidouiller, donc de prendre un objet et de le détourner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'aime bien ce parallèle-là pour avoir été scout pendant très longtemps, chef scout, et puis après au niveau soit de la troupe pour les plus grands, ou alors des plus petits, comment dire, à la meute. Typiquement, parfois on n'avait pas des filtres ou ce genre de choses, et en fait je leur apprenais à détourner avec les autres personnes donc de la maîtrise, en fait à détourner vraiment des objets. Et ce qui est bizarre et assez intéressant, c'est que si on prenait du recul,
tout le monde est hacker, sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Typiquement, si vous êtes un peu un bricoleur du dimanche et que vous n'avez pas tout sous la main, vous pouvez en tout cas venir vous aider d'autres choses. Si vous n'avez pas, on va dire, forcément une table pour bricoler et que vous avez juste 2 tréteaux, une planche, en soi, c'est un hack. Donc vraiment, l'univers un peu du hacking, hacker, c'est toute une mentalité, savoir détourner les choses, soit dans le domaine quand même de l'électronique et de l'informatique, qui sont un peu pionniers dans ça. Et après, si on le ramène un peu plus à la cyber, à l'informatique de manière générale, c'est comment aujourd'hui tu vas trouver des moyens détournés pour contourner un système informatique, quel qu'il soit, trouver les failles, mais surtout ce qui va être intéressant après, d'ailleurs, d'où le éthique, même si sur ce sujet-là, il fait beaucoup débat. Est-ce qu'on devrait dire hacker éthique, alors qu'à la base, hacker, c'est déjà positif. Mais, hélas, les entreprises, enfin, autant pour moi, les médias, ont fait beaucoup de mal, un peu, on va dire, à l'image du hacker, parce que déjà, dans les années 80, c'est là où on parlait énormément, vraiment des premiers pirates freakers. Voilà, ils utilisaient automatiquement le terme hacker pour dénoter toutes ces personnes-là, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis après, au fil un peu des années, ce terme-là, il est resté à tel point que lorsque je me souviens encore un peu dans les années 2010, tout début 2000, et même je pense que pour les personnes qui sont beaucoup plus vieilles que moi dans ce domaine-là, lorsqu'on parle un peu de hacker, c'est toujours un peu ce sentiment-là hyper bizarre. Oula, c'est une personne qui est malveillante, qui va forcément être là. Ouais, exactement, elle va forcément être là pour piquer mes données, pour me faire du mal, alors que pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas pour certains, ils vont ajouter le terme éthique derrière pour bien faire ce distinguo-là entre les pirates, les cybercriminels et les personnes qui vont être plutôt là pour essayer de comprendre les systèmes, essayer un peu de trouver toutes les vulnérabilités, mais surtout, in fine, de protéger, histoire que nous tous, aussi bien nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, on puisse utiliser tous les systèmes d'information qui sont mis à disposition le plus simplement possible et surtout qu'elles soient le plus sécurisées, quoi. D'ailleurs, en parlant de bons hackers, on peut parler de la première cyberattaque de l'histoire qui a été en fait une erreur. C'est quelqu'un qui bidouillait en fait son système informatique et qui a essayé de savoir combien il y avait d'ordinateurs connectés à Internet dans le monde. Et il a été condamné pour ça, comme si c'était un criminel, alors qu'il avait juste bidouillé quelque chose et qu'il n'avait pas d'intention malveillante derrière au final. Exactement. En fait, le point que tu abordes, on le retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'États, dans beaucoup de parties dans le monde, parce que même si on est en 2022, qu'on le rappelle, même si on pense quand même que la cyber a fait énormément de pas, il y a encore tellement de pédagogie à faire, tout simplement pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on va découvrir des choses que c'est forcément mauvais. Après, je peux aussi comprendre que lorsque les gens ne comprennent pas, qu'ils aient un peu cette peur-là, ce rejet-là, et automatiquement veuillent se protéger. Et une des protections, c'est un peu de venir museler, de venir capturer, et puis en tout cas annihiler toute forme de choses. Et d'ailleurs, par rapport à ce hack-là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, entre autres, c'est un peu les tout premier à l'époque où Internet n'existait pas du tout, vraiment à MIT, ou du coup à MIT, il y a eu quand même 1988. En 88. Oui, 2 novembre 1988, première cyberattaque. Robert Tappen-Morris. Je l'ai pas du tout, celle-là. Tu l'as pas, celle-là ? Non, pas du tout, cyberattaque. C'était un verre. Il a lâché un verre sur Internet qui a mis down des milliers de systèmes informatiques. Il s'est fait... il voulait juste s'amuser, quoi. Il voulait juste s'amuser, savoir combien d'ordinateurs étaient reliés sur Internet. Aujourd'hui, il ne serait pas déçu par le résultat, mais à l'époque, je crois qu'il avait infesté 6000 ordinateurs à peu près. Ah, c'est déjà pas mal. Faut que j'aille. J'ai noté. Je t'enverrai. Ouais, j'irai voir celle-là. Et je pourrais peut-être, un peu remettre à jour mon speech en disant, tiens, la première cyberattaque, elle date de plutôt 88. T'avais quoi en tête, toi ? En fait, moi, j'étais vraiment encore au tout début vraiment d'Internet. Dans les années 50. Ouais. Avec l'ARPANET au MIT, où en fait, ils commençaient déjà à bidouiller. Et déjà, à l'époque, il y avait une petite faille qui avait été... Enfin, c'était pas une faille, parce qu'aussi, ils s'amusaient à bidouiller. Et finalement, leur verre était parti très, très loin, quoi. D'accord, on pourra croiser nos infos, c'est parfait. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui la manière dont nous, on conçoit un peu une cyberattaque, et la manière dont aussi on peut la définir de manière globale. Est-ce qu'une cyberattaque, c'est le fait, comme en fait en 88 avec Robert, le fait quand même qu'il puisse avoir... qu'il ait infesté d'autres machines, ou alors tout simplement le fait que tu envoies un message comme en 2005, avec le fameux verre sur le réseau, c'était sur MySpace, où là aussi tu avais aussi,
c'était pas considéré comme une cyberattaque, mais plutôt voilà comme un virus qui s'est propagé, et ce virus-là, tout simplement, il venait ajouter la personne comme amie, sans que tu t'en rendes compte. Ah. Voilà. Donc en fait, finalement, tu vois, est-ce que une cyberattaque, c'est vraiment le fait de mettre down un système, ou alors tout simplement que tu puisses infecter, entre guillemets, plusieurs? Il y a des techniques aussi aujourd'hui sur LinkedIn pour mettre en place de manière automatisée toute personne qui like ton post est ajoutée automatiquement en ami, par exemple. Est-ce que voilà. Ça, c'est un peu hacker LinkedIn, mais sans intention malveillante derrière. C'est de l'automatisation pour augmenter sa croissance, au final. Voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce que certains appellent un peu du growth hacking. Du growth hacking. Voilà. Tu vois, donc c'est là pas que forcément pareil qu'une cyberattaque, en tout cas, au sens assez figuré dont on l'entend aujourd'hui. Cette cyberattaque-là qui va venir, qui va faire down vraiment tous tes systèmes, et surtout une impossibilité de repartir directement. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tous les ingénieurs en cybersécurité sont des hackers ? Oh, j'aimerais à le penser. Peut-être que certains n'ont pas encore exploré cette partie-là, bidouille, cette partie un peu aussi, on va dire, ouverture d'esprit, où lorsqu'on va leur dire, par exemple, que cette table-là, elle est, je sais pas, typiquement carrée, ils vont la voir de manière rectangle, de manière ovale ou de manière rectangulaire, enfin, tout ce que tu veux, avec différents angles, mais je pense en tout cas, j'espère que tous le sont. Après, il y a certains qui vont avoir certaines prédispositions dans certains domaines, alors que d'autres non, mais ouais, je pense qu'on est tous hackers à notre niveau, en tout cas quand on fait de l'informatique, je sais pas, du data mining. Tu vois, typiquement tout à l'heure, tu me parlais un peu des histoires sur LinkedIn, mais aujourd'hui, quand tu veux aussi aller récupérer de l'information, moi j'adore le scrapping. Scrapping, un peu tout simplement aller récupérer de l'information de manière la plus simple possible. Et ça, pour le faire, parfois, faut un peu coder des choses ou trouver des astuces pour venir contourner, entre guillemets, les systèmes de défense qui sont mis en place. D'une manière ou d'une autre, c'est un peu hacké, quoi. Ou contourner parfois un service qui est payant, par exemple. Exactement, voilà. Après là, est-ce que c'est légal ou pas légal? Est-ce que c'est éthique ou pas éthique? D'ailleurs, on pourrait un peu revenir maintenant sur une réflexion que je me fais de plus en plus. Est-ce qu'il faut parler d'éthique ou de déontologie? Parce que j'ai appris que c'était absolument pas la même chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup? Par exemple, en fait, mon éthique n'est pas la tienne, alors que la déontologie, elle va être plutôt quelque chose d'un peu plus universel, qui va être défini par des codes, des lois, ou alors en fait tout un savoir-faire, alors que mon éthique, c'est pas du tout la mienne. Typiquement, moi je peux être touché, me dire ça je vais pas le faire, alors que toi, suivant un peu ton éducation, suivant un peu l'endroit où t'as grandi, suivant un peu, on va dire, tes différentes influences, qu'elles soient politiques, religieuses, sexuelles même, en fait, tu vois, t'auras pas la même éthique que moi. Mais est-ce qu'une cyberattaque sur un hôpital public peut vraiment être éthique pour quelqu'un? Non, mais en vrai, c'est une vraie question que tu te poses. Ouais, non, mais est-ce que tu sais que ça commence un peu à émaner, je ne citerai pas spécifiquement d'où c'est venu là-dessus, mais en fait, il y avait certains qui se disaient, si on sait que l'hôpital, ils font des choses qui sont pas du tout, entre guillemets, éthiques, en tout cas, par rapport à la déontologie même, du serment d'Hippocrate et tout ça, pourquoi ne pas venir typiquement les attaquer pour leur faire comprendre, leur faire prendre conscience de ça? Tu vois un peu la chose? Et finalement, on peut réellement se poser la question. Ouais. C'est une manière de voir les choses. Et vu que moi, je ne reste absolument pas fermé à tous ces débats-là, voilà, j'aime en tout cas bien entendre aussi des choses qui ne sont que je ne partage pas du tout, mais voir comment d'autres personnes pensent, réfléchissent, agiraient, et je me dis, ok, qu'est-ce que ça donnerait dans ces cas-là? Ah oui, pour la petite information, je suis fan d'Uchronie. L'Uchronie, oui, tu vois un peu ce que c'est? Non, pas du tout. L'Uchronie, c'est un peu, comment dire, un mouvement qui tend un peu à, entre guillemets, si on devait réécrire l'histoire. Et d'ailleurs, si tu veux, t'as beaucoup de jeux comme Call of Duty, ou même parfois aussi du coup des bouquins qui se disent il serait passé quoi si typiquement en fait on va dire une énorme plateforme, ça tourne en tout cas beaucoup autour de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il serait passé quoi si les Allemands avaient gagné? Et donc en fait l'Uchronie aujourd'hui, c'est de dire on prend un fait historique, ou on prend un fait, on essaie un peu de le réécrire, il se passerait quoi d'un autre point de vue historique. Mais il y a une série qui existe sur ce sujet, il me semble. Très 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 certainement. Et qui décrit à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si les Allemands avaient gagné après la guerre. Voilà, exactement. Et donc en fait ce mouvement-là s'appelle un peu l'Uchronie, et il y a des choses très intéressantes. Sauf que ce que j'aimerais quand même à dire juste sur ce point-là, avant de le refermer, pour être bon en Uchronie, en tout cas pour en faire,
faut déjà bien comprendre ce qui s'est passé, être assez calé en histoire. Sinon, pour le coup, tu fais de la merde, un peu comme dans d'autres choses, quoi. Oui, on va revenir sur le sujet de nos hackers. On va rester sur le terme. C'est du hacking, parce que moi aussi, sincèrement, je pense que... Tu veux hacker l'histoire ? Non, je dis pas hacker l'histoire, mais je pense aussi que pour être un bon hacker, il faut un peu aussi savoir hacker son cerveau et hacker le cerveau des autres. Donc en fait, moi, je suis quand même très, très, très dans tout ce qui est aussi, en fait, les biais cognitifs aussi, parce que typiquement, tout à l'heure, qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, il y a énormément de biais cognitifs qui découlent typiquement des cyberattaques. Qu'on te fait croire que c'est une autre chose, qu'on va jouer un peu sur le sentiment d'urgence, typiquement pour du phishing, ou alors te mettre un peu cette pression-là, c'est un biais cognitif. On va parler des cyberattaques, et justement, avant ça, moi je voulais savoir à quel moment, est-ce que tu peux me dire à quel moment dans l'histoire, récemment, il y a eu ce tournant d'être hacker, de passer de hacker bidouilleur à hacker malveillant. À quel moment on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent en hackant des systèmes informatiques? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense très sincèrement, ça date depuis des années, au moins 20 ans. Je dirais depuis vraiment les années 2000. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on n'était pas encore dans cette partie de ransomware ou alors de déni de service, donc de DDoS, qui faisait que c'était public directement et visible, et que derrière, tu avais la presse ou les spécialistes, en tout cas de la filière, qui voyaient ça, donc ils commençaient à relayer, on va le faire. Et forcément, depuis le milieu des années 2010 vers 2014-2013, avec l'avènement aussi du bug bounty, de pas mal de choses, on a commencé à se dire, et surtout, en plus, le fait que les crypto-monnaies soient arrivées là-dessus, mais aujourd'hui c'est entre guillemets simple de te dire, j'ai plus du tout pour faire un peu être un cybercriminel, je vais ouvrir un compte qui soit offshore ou pas du tout, dans un paradis fiscal ou pas, je vais en tout cas devoir donner une identité, en tout cas en justifier d'une, et le fait vraiment qu'il y ait la crypto-monnaie qui est arrivée, je pense que ça a accéléré les choses. Donc moi je mettrais vraiment... Parce que ça facilite le paiement des rançons, c'est ça? Ça le facilite, mais surtout t'as aussi cette traçabilité-là qui est beaucoup moins facile que sur un compte classique. D'ailleurs, pour la petite... C'est beaucoup moins risqué pour un hacker Exactement. de faire une cyberattaque avec les crypto-monnaies qu'avant, parce qu'on peut pas revenir jusqu'à lui, c'est ça ? Très clairement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur les derniers mois et dernières années qui se sont passés, il faut quand même savoir aujourd'hui que les groupes cybercriminels, ils ont compris que ça ne servait à rien d'avoir seulement un seul wallet. Donc en fait, ton wallet, on va dire un peu ton portefeuille de crypto, donc pour te faire payer. Et parce que derrière, aujourd'hui, il y a des services, que ce soit en Europe, que ce soit un peu dans les pays nord-américains, qui permettent un peu de venir retracer, donc de traquer tous les mouvements qui vont être émis sur un portefeuille. Et donc, ce qu'ils font, parce qu'en fait, il y a aussi des services qui s'adaptent, c'est qu'au lieu d'avoir un seul wallet, ils en ont plusieurs. Et donc, ce qui fait que parfois, c'est hyper compliqué de venir retracer tout ça. D'ailleurs, l'exemple assez flagrant pour parler de ça, c'est ce qui s'est passé en tout début d'année, exactement à la fin février. Donc là, il y a eu un avant et un après, très clairement, c'est le leak Conti. Donc Conti, qui fait partie de ces 3 groupes cybercriminels, en fait, ce qu'on appelle donc des ransom gangs. Donc quand tu disais un peu, donc gang des cybercriminels, donc ransom gang pour le terme exact, qui s'est fait péter de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a eu un désaccord. Donc pour remettre quand même un peu dans le contexte, on est quelques jours après le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Ça commence à partir dans tous les sens. Ça s'excite énormément dans le cyberespace. Et là, voilà, au gré un peu des annonces de la Russie, mais aussi de l'Ukraine, t'as le groupe Conti, qui est plus ou moins affilié, ça on le sait, avec la Russie, qui dit, nous aussi on va rentrer dans le jeu, dans la danse, et à partir de désormais, toute entité, toute entreprise qui s'attaquerait à la Russie, nous, on s'autorise de mener aussi des cyberattaques contre eux. Et là, ça n'a pas du tout passé parce que tu aurais un infiltré qui lui était russe, donc il travaillait pour eux de près ou de loin, qui s'est dit non, pas du tout. Enfin, moi, je suis ukrainien, je vais pas du tout laisser passer cette déclaration publique que vous venez de faire un peu sur le site vitrine de Conti qui se trouve sur le dark web. Et à partir de là, ce gars-là, il divulgue, donc il crée automatiquement un compte sur Twitter. On pourra aussi parler un peu de Twitter au niveau aussi de la veille, mais aussi un peu de l'impact que ça a de manière générale en cyber. Donc il crée un compte sur Twitter qui s'appelle ContiLeaks. Et là, t'as une première salve
de fuite de données, donc un leak. Et dans ce leak-là, si tu veux, c'est 1 an et demi de discussion interne, donc vraiment au cœur du réacteur. Donc qui est un peu sur la messagerie. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Ah ouais, mais vraiment, enfin, comme je te dis, donc il y a eu un après et un avant. Et ce qui est fou, c'est que là, vraiment, toute la profession s'est mis à regarder ça, donc fallait un peu analyser, le voir, et au final, tu te rends compte que ce qui est fou, c'est que finalement, Conti, et d'ailleurs aujourd'hui, comme beaucoup d'autres groupes cybercriminels, on pourra parler d'ailleurs de Logbit aussi, qui fait énormément de mal actuellement dans le monde, mais surtout aussi en France, avec les rançons, Bercy, la loi de l'OPMI, bref. Et donc là, on se rend compte en fait que c'est totalement une entreprise. Donc une entreprise au sens même où tu as, pour le coup, entre guillemets, un peu un head management. T'as des développeurs, t'as des designers, t'as des gars qui font de la com, t'as des gars qui sont là pour voir si on parle d'eux, t'as des gars qui sont là pour faire un peu les recrutements. Donc recrutement, ils sont combien? Ils sont genre une centaine? Ça, par contre, on n'a pas su le dire, mais ce qui est sûr, c'est que dans les mails, en tout cas, qui étaient reliés à Conti, il y avait à peu près 150 personnes qui tournaient autour de ça, quoi. Et donc, énorme. En fait, c'était vraiment fou. Et en plus de ça, on est quand même aussi tombé un peu sur leur mode de fonctionnement interne. On avait eu accès à pas mal de ressources, donc c'était juste fou. Donc voilà, tout ça pour revenir, pour dire que sur Conti, en fait, il y a eu vraiment ce avant et ce après là. Et pareil aussi, on a pu aussi découvrir un peu plus de 200 e-wallet, donc qui leur permettait d'avoir des rançons. D'ailleurs, dans ces portefeuilles-là, il y avait certains portefeuilles qui étaient juste dédiés à prendre des serveurs intraçables, entre guillemets. Voilà, on te demandait pas, comme chez OVH ou chez d'autres prestataires, une identité. T'avais d'autres qui étaient là juste pour repayer, d'autres pour encaisser. Donc en fait, et encore jusqu'aujourd'hui, mais Conti, mais c'est hyper intéressant, ne serait-ce à étudier et à savoir comment ça fonctionne. On a aussi en fait appris que il fonctionnait énormément par ce qu'on appelle des IAB, donc les IAB pour les Internet Access Brokers. D'ailleurs, j'aimerais un peu, je sais pas si on va revenir là-dessus dans la discussion. En fait, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Parce qu'en fait, quand on parle aujourd'hui de ransomware, j'aimerais bien mettre le focus en disant que le ransomware, finalement, c'est juste que la fin de la fin de la fin. Oui, c'est-à-dire en fait, en fait, avant tout ça, t'as toute une phase d'infiltration, toute une phase de reconnaissance, toute une phase un peu de préparation. Et quand t'as le ransomware, c'est juste que là, à ce moment-là, les gars, ils ont décidé d'appuyer sur le bouton ultime qui va venir chiffrer, ou en tout cas extraire ton information, parce que d'ailleurs ça aussi c'est ce qu'on appelle la double extortion. Aujourd'hui, les gars, ils font plus juste que chiffrer. Ils s'assurent quand même avant ça d'extraire l'information, donc pour mieux te menacer, pour mieux te mettre... Pour pouvoir faire fuiter la donnée dans le cas où on ne paye pas la rançon. Cette pression psychologique, et puis après ils chiffrent. Donc du coup en fait la fameuse double extortion. Donc dans tous les cas ils gagnent de l'argent, parce que si on ne paye pas la rançon, ils font fuiter les données sur le dark web, donc ils les mettent en vente sur le dark web. Exactement. Donc après, finalement là ils vont gagner de l'argent aussi. C'est ça. Après pour le coup toutes les données ne sont pas monnayables. C'est pour ça que du coup là je vais pas les citer, mais il y a quelques marketplaces qui sont très connus. Et la plupart du temps, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont te mettre des extraits pour te dire, en fait, pour réellement te montrer que la donnée, elle est bonne, de première qualité. Et en fonction de ça, ils vont te mettre un prix. Sauf que parfois, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, si personne n'achète, soit ils le font fuiter autre part et puis on accède, mais de toutes les manières, en fait, il y a toujours un intérêt d'avoir ce double mécanisme-là, donc d'extraire l'information. Et ensuite de la chiffrer. Et en fait, je disais juste ça par rapport au fait en fait des fameux IAB, donc des Internet Access Brokers, parce que quand tu regardes, 85% des cyberattaques aujourd'hui sont le fait de personnes et donc d'entreprises qui ont perdu des données. Et peut-être pour remettre aussi en parallèle avec l'actualité, je pense que la faille, la cyberattaque que Uber a subie est encore en train d'être subie. Pour ceux qui n'ont peut-être pas subi, qui n'ont peut-être pas suivi, Uber se fait poutrer. Donc poutrer, ils se font vraiment infiltrer, retourner. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé, qu'on lit tous les articles aussi bien de presse spécialisée qu'on a un peu suivi, on dirait que c'est limite un peu digne d'un scénario d'un film hollywoodien. À la base, c'est un compte d'un utilisateur qui a été piraté, donc revendu sur le dark web, donc une de ces fameuses marketplaces. Et donc là, même si on ne sait pas si officiellement c'est lapsus... Ça pourrait être mon compte en fait, mon compte utilisateur qui se fait hacker, qui est public, et avec mon login et mon mot de passe, c'est ça ? C'est exactement ça. Et en fait, tu fais bien du coup de reformuler. Très bien. Et en effet, voilà, donc t'as un peu ton compte, donc ton adresse mail et ton mot de passe pour accéder typiquement au VPN quand tu vas télétravailler. Et donc là, on le rachète à $10.
Et à partir de là, on se connecte au VPN, sauf que, ok, en tout cas, ton entreprise a plutôt bien fait le taf. Et derrière, tu as ce qu'on appelle du 2FA, donc un second facteur d'authentification. Et donc, là, tu te rends compte que tu commences à recevoir sur ton téléphone, ou en tout cas sur l'application dédiée à ça, un code. Là, t'en reçois 10 en 5 minutes, et puis là, ça commence à se faire beaucoup. De la part de ton employeur? Non. Non, de la part en fait, si tu veux, qui t'envoie un code? En fait, si tu veux un peu le principe du multiple facteur d'authentification, donc du 2FA, juste pour expliquer, c'est que pour te connecter au VPN. Voilà, en tout cas, bel et bien assuré que c'est, en plus de ton mot de passe, on va t'envoyer, si tu veux, un code supplémentaire. Pour vérifier que c'est bien toi qui vas te connecter. Que c'est bel et bien système. toi qui soit un peu à l'origine de ça. Et donc là, donc là, si on doit un peu, peut-être Uber, mais on va peut-être reprendre un peu ton exemple pour bien encore faire comprendre ça. Là, tu te mets en fait à recevoir, énormément de requêtes, et là, tu te dis, c'est pas toi. Et donc là, c'est vraiment ce que l'attaquant a fait. Donc il a commencé à se connecter encore. Sauf qu'à un bout d'un moment, la personne ne répondait pas, donc il est rentré en contact avec elle sur WhatsApp, et là, je te dis, il l'a contacté directement. Écoute, Leslie, si tu ne me donnes pas du tout le code, là, dans les 30 secondes pour que je puisse me connecter. Il s'est fait passer pour le DSI de l'entreprise aussi, il me semble, de Uber. Il s'est pas fait passer pour le DSI, mais en tout cas pour une personne du support IT. Voilà, du service informatique. Voilà, en disant, écoute, si tu me fais pas ça, je vais continuer, quoi. Ouais. Et donc le gars, en fait, donc là, du coup, la technique, c'est du MFA fatigue attack. Le gars, on avait tellement... c'est du social engineering aussi. Ouais, un peu de social engineering, mais surtout aussi, en fait, à un moment donné, tu commences à recevoir, comme je te disais, 100 SMS, 200, 400, 500. Ah, c'est tellement fatigant que tu craques et en fait tu lui envoies. Mais c'est trop ça que t'es un peu en mode JPP over JPP, quoi. Enfin, vraiment, j'en peux plus, tu vois. JPP. Non, mais vraiment, et limite, tu vois, il lui a donné l'accès. Oui, il lui a donné l'accès. Et voilà, enfin, tu vois, d'une manière, mais à la fois quand et ça, c'était inédit, on n'a jamais vu ça encore avant. C'est totalement fou, quoi. Et du coup, dans la presse, on lit qu'il a 17 ans, ce jeune homme qui a très difficile à dire. Qu'il ait 17 ans, 18 ans. Il paraît qu'on est remonté jusqu'à lui et qu'il va être condamné, enfin qu'il a été arrêté. Ça, c'est beaucoup moins dit, d'autant plus que, si tu veux, après ça, il y a, quelques jours après, il y a eu aussi un peu le fameux hack de Rocket Games qui édite GTA. D'ailleurs, un peu, tu vois, les leaks où ça a beaucoup fait. Et ce serait, en tout cas, le même groupe ou la même personne. Et donc, c'est très, très, très peu difficile de dire. Donc là, on ne sait pas si c'est un groupe ou une personne. Parce que là, on est revenu un peu sur les clichés de l'adolescent, 17 ans, suite à capuche, qui mange une pizza et qui hack Uber. Et en fait, c'est en ça aussi aujourd'hui, lorsqu'on parle un peu de cybersécurité, ou surtout toute la partie attribution. Donc la partie attribution, pour expliquer peut-être de manière assez simple, aujourd'hui, quand il y a des cyberattaques qui sont revendiquées dans le monde, il y a vraiment des équipes qui font un travail remarquable. Donc vraiment des équipes, ce qu'on appelle des équipes de réponse à incidents, ça peut être des CERT, ça peut être des CSIRT, qui vont publier ensuite des papiers. Et dans les papiers, il y a ce qu'on appelle des IOC, donc des indicateurs de compromission. Donc un IOC, pour faire simple, prendre un parallèle, c'est comme si demain tu avais ta maison qui se trouve dans un lotissement, donc on va dire qui a été construit plus ou moins par le même architecte, donc la même structure. À un moment donné, si tu commences à subir un cambriolage et que tu as éventuellement une même serrure, ce même genre de choses-là, tu as tout intérêt à parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il faut un peu porter plainte, on en reviendra un peu plus, parce que tu vas pouvoir en tout cas, donner des informations aux autorités, et ces autorités-là, elles ensuite vont pouvoir aller faire ce qu'on appelle un compte rendu en disant, attention, si vous avez tel type de maison, si vous avez tel type de serrure, pensez à le changer, parce qu'on a identifié dernièrement un groupe de malfaiteurs, en tout cas vraiment un groupe qui se met à cambrioler des maisons. Et qui exploite ces serrures-là en particulier. Exactement, voilà un peu leur mode opératoire, donc prenez garde à renforcer les protections que vous avez au niveau de votre maison. Donc c'est pareil vraiment en cyber, donc vraiment toute cette partie-là. D'où l'importance de témoigner de ces cyberattaques et de les rendre publiques. Et après du coup d'avoir ce qu'on appelle les IOC. D'ailleurs les IOC servent aussi beaucoup parce que quand tu sais que tu vas être dans le même domaine aussi, en tout cas dans le même secteur d'activité, tu vas pouvoir automatiquement, dans ton système d'information, aller checker dans tes logs, parce que les logs, c'est l'historique. C'est une mine d'informations. Normalement, tout ce que tu fais dans ton système d'information, c'est logué. Donc, tout ce qui se passe. Voilà, donc tu vas pouvoir voir, est-ce que sur les 24 dernières heures, les 72 dernières heures, la semaine qui vient de s'écouler, le mois qui vient de s'écouler, tu trouves un log un peu bizarre qui pourrait faire, en tout cas, te penser à cette fameuse intrusion.
Tu as évoqué plusieurs termes que j'aimerais qu'on explique un petit peu à notre auditoire qui est plus grand public et pas spécialisé forcément en cyber. Tu parlais tout à l'heure de bug bounty. Là, on est plutôt du côté bienveillant de la force des hackers. Du bon côté de la force, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment deux armées, hein. Il y a les bons hackers et les mauvais hackers. Les bons hackers, ils vont trouver des failles et être récompensé pour les avoir trouvés, donc finalement gagner aussi de l'argent en trouvant des failles. Et ça va rendre service aux entreprises qui avaient une faille. Exactement. Et qui peuvent la résoudre et pas se faire attaquer du coup par les mauvais hackers. Et du coup, de l'autre côté, donc, on a tous ces mauvais hackers qui gagnent en fait énormément d'argent aussi en attaquant des entreprises aujourd'hui dans le monde entier. Comment on choisit quel côté est plus rentable aujourd'hui quand on est hacker? Sincèrement, si tu veux vraiment faire de la thune, en fait aujourd'hui il faut être cybercriminel en vrai. Non, je déconne. Mais je ne déconne pas totalement. En vrai aujourd'hui, mais ça. Aujourd'hui, on parle ça rapporte 100 fois plus d'être cybercriminel que d'être entre guillemets un peu du bon côté de la force. Parce que t'as tellement de moyens de te faire de la thune, mais tellement facilement. Et surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux, de l'hyperconnectivité, du métaverse, dont on n'a même pas commencé à parler, et toutes les merdes que t'as aussi là-dessus. Mais comment c'est facile, quoi. Apparemment, il y aurait 4 millions de postes à pourvoir d'ici 2025 sur le marché de la cyber en Europe. Je crois que tu en parlais hier sur ton compte LinkedIn. Ah mais c'est fou. Et d'ailleurs, je pense que... Comment on va faire pour trouver ces 25 millions de personnes? Comment on fait pour les attirer? La formation, encore, aller prendre les jeunes dès le plus jeune âge. D'ailleurs, c'est ce que Israël en tout cas, que je prends très souvent en exemple, qui a tout compris. Qui, eux, si tu veux, dès le primaire, et puis ensuite, à partir du collège, du lycée, t'as déjà de l'algorithmie pour comprendre un peu les systèmes, il les forme un peu à la programmation, et c'est comme ça, qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs qui sont d'ailleurs très reconnus, et je pense qu'on doit faire pareil en Europe, pareil en Afrique, et puis pour former, dès le plus jeune âge, aussi bien des petits gars, mais des petites filles, en leur disant, l'IT, le numérique, c'est hyper chouette, t'as beaucoup de choses à faire, et tu peux vraiment faire des choses en plus qui ont du sens, tu vas pouvoir bien gagner ta vie, mais par contre si tu ne formes pas, c'est compliqué. Déjà que aujourd'hui, pour trouver des ingénieurs en France, c'est la croix et la bannière littéralement. Donc si je dois prendre un peu l'exemple de la Bretagne et du bassin rennais, mais c'est hyper chaud de trouver des profils. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que entre guillemets un peu les entreprises se tirent un peu dans les pattes pour débaucher, parce que tellement il y a très peu de personnes pour le faire. Et c'est pour ça aujourd'hui que les entreprises ne vont absolument pas on va dire lésiner sur les moyens, quitte à prendre des jeunes. Et d'ailleurs, c'est une superbe chose dès l'alternance, dès vraiment, on va dire, un bac+2, ou même en fait sortir du bac, les former et s'assurer qu'elles vont monter en compétences avec elles. C'est ce que fait aussi l'armée au travers un peu du fameux du ComCyber, qui essaie aussi un peu de prendre des jeunes peut-être en décrochage, parce qu'on sait aussi un peu ce gros apport là de l'armée dans l'éducation des jeunes qui sont en décrochage, en leur disant vous pouvez aussi briguer à des postes dans le numérique et dans la cybersécurité, on va vous former. Et moi, je suis totalement fan de ce type un peu d'approche, d'aller voir les jeunes, de leur expliquer aussi finalement c'est quoi la cyber, avec les fameux rôle modèles. Et en fait, ça j'en parle beaucoup parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des personnes à qui m'identifier, qui m'auraient en tout cas donné de faire ça, enfin de donner un peu envie d'être hacker éthique, ingénieur en cybersécurité. Donc aujourd'hui, je n'hésite surtout pas d'aller voir des jeunes, de discuter le plus simplement possible comment t'as fait pour le faire, de partager un peu mes routines, voilà, et puis comment je continue surtout à me mettre au goût du jour. Ouais, c'est très très précieux du coup ton témoignage pour les jeunes d'aujourd'hui, pour aussi, j'imagine qu'ils ne passent pas du coup, ne basculent pas du côté obscur de la force, parce que moi je me demande aussi, tous ces hackers qui se comptent, les gangs de hackers, ça se compte par dizaines apparemment, il y en a énormément. T'en as une petite centaine, ça je peux t'en parler parce que j'ai un petit outil que je suis en train de développer maintenant depuis quelques mois, et d'ailleurs sur pas mal de posts que j'ai pu faire dernièrement sur les réseaux, ils viennent un peu de cet outil-là, et donc il va aujourd'hui aller, si tu veux, cartographier et suivre une centaine de groupes cybercriminels sur le dark web, en tout cas dans le monde, quelques marketplaces, et aussi Telegram qui est aussi une source infinie, surtout quand on sait l'utiliser. Et donc voilà, j'ai un petit script qui tourne H24, et automatiquement, quand j'ai un peu, on va dire, des parties du monde qui m'intéressent, et donc aujourd'hui les deux parties du monde qui m'intéressent beaucoup,
Déjà la France et l'Europe parce que j'y vis, et surtout l'Afrique parce qu'on commence à voir de plus en plus venir ce genre de choses là. Mais après, pour rebondir là-dessus, en effet, quand tu vois que dans les médias que tu peux te faire quand même beaucoup de thunes, c'est quand même très important d'aller aussi dire aux jeunes, ok, tu peux le faire, mais tu peux aussi être tout aussi du bon côté de la force, bien gagner ta vie, mais surtout rajouter un peu de sens dans ce que tu fais, quoi. Donc d'où l'importance d'avoir des personnes qui vont tout simplement aller voir des jeunes, des promotions, des nouvelles promotions. Comme là, je voyais ça, du coup, t'avais un peu Oteria qui vient d'ouvrir, t'as 2600 aujourd'hui, voilà, t'as énormément d'écoles, t'as l'NCBS en Bretagne, le campus cyber, t'as l'ESNAS. En fait, toutes ces places-là, comment intéresser les jeunes avec aussi le discours qui va bien, parce que le but aussi, sans réellement tirer sur qui que ce soit ou cracher dans la soupe, assez souvent j'ai un peu des retours soit d'école ou alors d'enseignement supérieur où il y a eu des gens qui sont passés, mais le discours était un tout petit peu soit poussiéreux autant pour moi que je n'avale pas certaines lettres, et il me semble en tout cas que c'est très 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 important d'être aussi un peu entre guillemets en adéquation avec le temps, parler à ces jeunes-là sans pour autant dénaturer le discours, sans pour autant le travestir, mais voilà, en tout cas leur expliquer les choses avec leur mot à eux et leur faire comprendre voilà tout ce qu'il y a de génial à faire dans le domaine de la cyber, parce que je le rappelle, aujourd'hui quand on parle de cyber, il n'y a pas que les métiers techniques. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Est-ce que c'est choses accessible à tous pour toi, oui. Tellement. Tout le monde peut se lancer dans la cybersécurité. Mais tout le monde peut se lancer dans la cybersécurité. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément d'âge, comme on peut le croire. Faut un peu commencer la cyber très jeune. Si je prends l'exemple... Genre si t'as pas commencé à bidouiller ton ordi quand t'avais 12 ans ou à coder à l'école maternelle, tu vas pas y arriver en fait. Tu vois, un peu comme le fameux si à 50 ans t'as pas de Rolex. Non, au contraire, bien au contraire. Je pense que tu peux même commencer à 25 ans. À 25 même ans, à 40 ans, ok. Mais trop. Et tellement t'as de choses à faire. Une fois de plus, quand on parle de cyber, t'as pas que les métiers techniques, donc t'as pas que la partie offensive, défensive, mais t'as vraiment toute la partie gouvernance. Si t'as un cerveau qui est assez... qui aime bien synthétiser, qui aime bien, on va dire, lire des procédures, en ressortir un peu la substantielle moelle. En fait, tout ça, tu peux le faire si t'es... d'ailleurs, on voit de plus en plus dépendant de juristes qui basculent un peu dans la partie IT, droit, mais t'as énormément de choses à faire aussi. Ouais, pareil aussi un peu sur les champ des possibles à exploiter. Pareil aussi, toutes les personnes qui aiment bien communiquer sur les réseaux, t'as aussi une communication à devoir adresser, devoir un peu rédiger des guides, mais t'as tellement de métiers dans la cyber, et ça, il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi que le cybercrime, il rapporte plus que le trafic de drogue, c'est ça ? Donc on parle de 6 000 milliards d'euros à l'échelle mondiale qui sont générés. Et d'ailleurs, pour se faire une idée, on dit aussi que si le cybercrime était un pays, ce serait la 3e puissance mondiale. C'est monstrueux, en fait. Quand est-ce qu'ils se font prendre, ces gens-là ? Est-ce qu'il y en a qui se font... Heureusement. J'aimerais quand même un peu apporter une petite touche, je dirais pas d'espoir, mais... en disant certes c'est long, parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on parle maintenant sincèrement de cybercrime, c'est peut-être depuis 2015, attention je précise bien, depuis 2015 de manière publique, et depuis peut-être 2020, début de la pandémie, où là je pense du coup ta grand-mère, en fait j'adore les grand-mères parce que moi du coup les miennes à moi elles sont tellement précieuses, ont commencé à le voir à la télé. Les miennes aussi. Voilà, en fait, on commençait un peu à le voir à la télé en mode, quand le soir, t'avais tel ou tel hôpital qui s'est fait attaquer, il se passe quoi ? Entendre un peu des mots comme cyberattaque, ransomware, rançongiciel. Et donc, depuis 2020, t'as encore eu un peu, on va dire, cette accélération-là. Et donc, en parallèle de ça, de cette accélération-là, il y a quand même aujourd'hui, maintenant, il faut aussi un peu le dire, des unités spéciales au sein d'Interpol, au sein d'Europol, mais au sein aussi un peu de cabinets spécialistes qui vont faire un peu de la traque de ces cybercriminels-là, qui vont travailler en bande d'intelligence. Et d'ailleurs, depuis le début 2020, il y a pas loin en fait de 3 groupes cybercriminels assez majeurs. Et puis après, on va dire vraiment des actions assez ciblées qui sont faites pour faire tomber ces cybercriminels. Même si c'est long, parce que ça demande aussi de la technicité, d'avoir aussi de la technicité dans les forces de l'ordre, de devoir aussi rédiger des procédures, de se coordonner, mais on parvient à le faire. Hélas, j'ai envie de dire, ce n'est pas aussi rapide que l'expansion aujourd'hui vraiment du cybercrime, mais les choses sont en train d'être faites de plus en plus. Et donc et surtout qu'on n'en entend pas parler, en fait.
Nous, on entend parler des cyberattaques, des hôpitaux, des mairies, c'est vrai, des entreprises qui se font attaquer, qui doivent mettre la clé sous la porte. Mais on n'entend pas parler de hackers qui se font prendre et qui vont... Très peu, c'est vrai. Qui se font condamner. Il n'y a pas, en ce moment, le procès de tel hacker qu'on entend à la barre. En fait, on a toujours cette image floue de gang de hackers. On ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop combien ils sont. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Et d'ailleurs, pour faire un petit aparté pour expliquer un peu ce phénomène-là, je sais pas si si tu passes un peu ton temps à scroller sur Insta. En fait, j'ai rien contre les personnes qui scrollent sur Insta. Ouais, oui, j'aime beaucoup scroller sur Insta, j'avoue tout. Ouais, parce que j'aime bien un peu troller, parce que bon, sinon c'est pas drôle. Et en fait, je sais pas si tu connais un peu, il y a un truc qui s'appelle le média positif. Non, je connais pas. Ouais. Il faut le suivre sur Insta, c'est ça? Enfin, sur Insta ou en fait sur d'autres trucs. Et en fait, le but de ce truc-là, c'est de faire parler un peu des bonnes nouvelles. Alors qu'aujourd'hui, après là, de manière générale... Mais oui, c'est pas le média qui a été fondé par des étudiants de Sciences Po qui ont lancé exactement, ouais. Je vois tout à fait, je suis abonné à leur newsletter en fait. Et en fait, le truc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on va quand même plutôt parler des polémiques, des choses un tout petit peu néfastes que des bonnes nouvelles, quoi. Et donc là, tu vois, ça revient un peu à ta remarque qui est très pertinente en disant, ouais, on n'en entend pas autant parler que les cyberattaques, alors qu'il y a des choses qui se font. Et ces choses-là, hélas, ne sont seulement accessibles qu'à un public... de très 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 initié, quoi. Donc c'est un peu dommage. Oui, parce que finalement on se dit c'est super facile tu t'attaques une entreprise le dimanche depuis ton canapé, tu te fais pas prendre, c'est 10 fois moins risqué que de braquer une banque. Et c'est le cas. Et tu te fais 15 000 € de rançon pour arrondir ta fin de mois. 15 000 € c'est peanut. Je suis gentil. Ouais, c'est gentil. Une petite rançon. Une petite rançon, ouais. C'est quoi une rançon classique pour toi, le montant? Aujourd'hui, en fait, la moyenne, on va plutôt être sur du 50 000 $, donc à peu près 45 000 € par là. Et là, on commence à être intéressant. Mais ce qui est aussi à noter, d'ailleurs, dans tous les papiers et toute la littérature qu'il y a autour de ça, maintenant, il y a une évolution de la mentalité des groupes cybercriminels. Je m'explique. Maintenant, ce que les groupes de cybercriminels ils font, parce que comme je disais tantôt, ils ont des personnes qui sont dédiées à beaucoup de tâches, ils vont venir analyser le chiffre d'affaires d'une entreprise, que ce soit une ETI, une PME, une TPE, une PME et puis après un grand groupe. Et je peux mais vraiment t'assurer que lorsque t'es une ETI ou une PME, une TPE, que t'as un chiffre d'affaires qui est pas énorme, qui peut avoisiner, on va dire, un peu 50 000 balles, 100 000 balles, 200 000 balles, peu importe ce que tu fais, que je prends une partie de ton système d'information ou toute partie de ton système en otage, et que je te demande, d'après toi, juste que 10 000 ou 5 000. Tu paies ou tu paies pas? Au regard de ce que tu peux... après 10 ans de travail, tu sais que si tu mets pas la main sur tes données... tu payes. La majorité paye, bien exactement. sûr. Oui. Et là, c'est donc ça, je le déplore. Je suis aujourd'hui un peu plus d'une 150 cyberattaques, ou en tout cas, réponses à incidents faits. Mais il en va de la survie de l'entreprise et de la reprise de l'activité. Tellement. Oui. Et c'est là, où le débat... je peux le comprendre aujourd'hui, le débat qu'il y a, en disant, on ne paie pas, mais je peux vraiment t'assurer, quand tu es un chef d'entreprise, que tu as 5 ou 6 salariés, voire un peu plus, que tu ne sais absolument pas si dans 10 jours tu seras là, je peux te dire que tu paies. Même si tu sais que tu as 0,00001% de chance que tu remettes la main sur tes données, tu paies. Et c'est là où cette fameuse peut-être intelligence sociale doit aussi faire part, et d'où l'intérêt d'aller aussi sensibiliser, d'avoir aussi peut-être des programmes ou des choses qui sont directement dédiées aux ETI, aux PME, aux TPE, parce que parfois c'est un peu les grandes oubliées de tout ça, quoi. D'ailleurs, je lisais pas plus tard, d'ailleurs un petit truc que j'ai dans mon sac, du coup un dossier assez intéressant, et dans Challenge. Et en plus, vraiment au niveau du titre, les bandits d'internet, tous ciblés, se protéger. Ah oui, donc c'est vraiment en ce moment, c'est un gros sujet, la cyber, dans les médias. Ah là, la cyber, tout le monde s'est rendu compte que si t'en faisais pas, d'autres allaient en parler, et donc tout le monde s'en saisit. D'ailleurs, c'est une excellente chose. Il y a encore besoin peut-être de faire un peu plus de pédagogie, parce que parfois les termes qui sont employés sont peut-être un peu trop anxiogène, alors qu'il n'y a pas que de l'anxiogène, en tout cas des choses qui sont anxiogènes par rapport à ça. Il y a aussi énormément d'autres choses qui sont assez intéressantes. Donc en fait, c'est vraiment un énorme document. En tout cas, il y a urgence à prendre... Est-ce que pour toi, il y a urgence à prendre le sujet en main et justement à en parler un peu plus? Il y a quand même...
il y a quand même énormément d'entreprises qui font faillite à cause des cyberattaques. Il y a énormément d'organisations qui se font attaquer et on a du mal à lutter contre ces cyberattaques. Je dirais, aujourd'hui, la plupart de nos entreprises n'ont pas d'assurance cyber, comme tu dis. En fait, les TPE, PME, c'est moins de 1% qui sont assurés. Les ETI, c'est moins de 8% qui sont assurés. C'est exactement ça. Ces entreprises-là, elles n'ont pas d'autre choix que de payer la rançon quand elles ont un ransomware pour pouvoir continuer leur activité sans trop de pertes d'exploitation, puisque derrière, de toute façon, elles ne seront pas remboursées par leur assurance. Et juste pour illustrer ce que je disais, donc là, j'ai retrouvé le passage par rapport au dépôt de plainte et puis après... en termes un peu de cyberassurance. Et donc là, l'idée, c'est que 62% des sociétés qui ont subi une cyberattaque ont payé donc la rançon. Et donc là, en parlant maintenant, cette fois-ci, vraiment des assurances cyber, 83% des grandes sociétés ont une assurance cyber. Mais le chiffre descend à 8% pour les PME et 0,002% pour les ETI. Donc en fait, je crois que c'est le contraire, c'est 0,02% pour les PME et 8% pour les ETI. Ils ont dû, il y a peut-être une inversion dans les chiffres. Je vais citer la source. La source, c'est l'AMREI. Non, c'est avocat associé chez Hogan Lovells. Donc voilà. Il y a peut-être eu. Voilà. Donc voilà, c'est. Mais ce sont les bons chiffres, c'est vrai, et c'est alarmant parce que finalement là, tout le débat autour du remboursement de la rançon par les assureurs aujourd'hui, il concerne les grands groupes qui sont assurés et les très 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 peu d'autres entreprises qui ont une assurance cyber. Donc ceux-là, quand ils vont se faire attaquer, avoir un ransomware et payer la rançon et la rembourser, vont être obligés de porter plainte aujourd'hui pour que leur attaque soit prise en compte par les autorités, enfin qu'on ait enfin de la donnée sur ces cyberattaques, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas exactement combien il y a de cyberattaques par jour. Et donc, chiffre assez intéressant, c'est que lorsqu'on entend 10 cyberattaques dans l'actualité, c'est que tu en as au moins, il faut faire un x10, au moins une centaine derrière qui sont attaquées et dont tu ne sais absolument rien. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je publiais une chose, on a tous vu dans l'actualité là récemment que Camaïeu avait vraiment de très 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 gros soucis. Et je voyais Ils ont subi une cyberattaque il y a quelques mois. Une cyberattaque qui a duré 4 mois et demi, qui leur a fait perdre 45 millions, donc qui est venu un peu rajouter un gouffre. Et donc je pense aujourd'hui de faire comprendre aux gens que quand t'as vraiment une cyberattaque, que t'es pas préparé, que t'es pas, en tout cas qu'il y a pas les bonnes personnes qui sont là pour t'épauler, pour t'aider un peu à repartir, que tu n'as pas d'assurance cyber, c'est vraiment tu mets vraiment la clé sous la porte, quoi. Et vraiment ce point-là on l'entend pas beaucoup, et tout le tissu économique, entre autres, pour revenir sur le cas des ETI et des PME qui sont tu vois, seulement 8% et 0,2, mais c'est tellement rien. Ouais, du coup, pour toi, il y a urgence aussi à ce que les entreprises s'assurent contre le cyber. Comment t'expliques ça, ces chiffres d'ailleurs? Pourquoi les PME elles sont aussi peu assurées contre... Je dirais pas urgence, je dirais que c'était un peu à faire plutôt l'année dernière, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, on est déjà dans le rouge, enfin, plus que dans le rouge, quoi. Peut-être un peu dans le noir, mais il va falloir très, 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 très rapidement, d'une manière ou d'une autre, remettre un peu le débat, au centre vraiment de la place du village. Sinon, pour le coup, ça va être... plus on avance, plus ça va être très 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 compliqué de reprendre un peu en tout cas de rattraper tout ce retard. Enfin, c'est juste alarmant là. Là, c'est des centaines d'entreprises qui potentiellement peuvent faire faillite. Ça met notre tissu économique en danger, concrètement. Exactement. Et puis on l'oublie très peu souvent, c'est que tu as énormément de petites ETI, de petites TPE, PME qui font vraiment tout ce tissu économique là déjà de manière très locale, puis après on va dire régionale, puis après nationale. Et quand tu commences à en avoir 1, 2, 300, 200, 400, c'est plus du tout la même chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Comment on fait pour toi aujourd'hui pour faire prendre conscience à toutes ces petites entreprises que le risque cyber les concerne et qu'elles peuvent faire partie des prochaines victimes? Moi, il me semble, pour commencer à me poser la question, à rencontrer un peu plus de monde qui sont pas du tout techniques, ça passe quand même beaucoup par des lois, mais ça passe aussi un peu par des campagnes de sensibilisation. Tu vois, typiquement, moi, une chose un peu qui me choque... Des lois, tu penses à quoi? L'obligation, par exemple, de s'assurer en cyber? Actuellement, un peu la loi qui est en plein débat, qui fait d'ailleurs un peu polémique, c'est la fameuse loi LOPMI, là, qui va, en tout cas, que Bercy est en train de présenter. Je pense qu'il y a des choses peut-être à rajouter dedans, histoire qu'elle ne fasse plus trop polémique, mais aussi un peu des obligations, littéralement, quoi.
bah peut-être que si tu as un certain nombre de salariés ou un certain chiffre d'affaires ou dans un certain secteur, si tu n'as pas ça ou ça ou ça, bah soit t'es plus catalogué. Et peut-être que en étant un peu plus coercitif, ça pousserait, qu'on le veuille ou pas, après un certain temps d'adaptation, parce que le changement c'est toujours hyper compliqué. Mais en tout cas, vraiment de faire passer par certaines obligations, ça améliorerait collectivement le niveau de sécurité. Et deuxième chose importante, tout comme je prends toujours l'exemple des spots à la télévision, ou en tout cas sur les réseaux, par rapport à la sécurité routière. Ils fonctionnent tellement bien. Bah, tu sais que maintenant, quand t'as bu, tu vas pas du tout reprendre le volant. Tu sais que tu vas pas te mettre à rouler comme un gros déraillé sur l'autoroute ou sur une petite ville de campagne, parce que même quand tu roules à 30, on a tous cette image-là. Au début, c'était avec des mannequins, puis après, avec un peu des images de reconstitution en studio, tu vois un peu l'impact quand tu passes au travers de la vitre. Il me semble que c'est aussi primordial d'avoir peut-être des spots très spécifiques autour un peu de la cybersécurité, des cyberattaques, montrer aussi un peu tout le côté très, 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 très néfaste quand tu dois mettre la clé sous la porte, que la clé sous la porte, là, elle va venir impacter 5 ou 10 emplois, mais sauf que ces 5 ou 10 emplois, c'est pas juste que des personnes. Derrière, il y a des familles, derrière, il y a peut-être des enfants. Peut-être un peu que cette image choc-là pourrait faire prendre conscience peut-être au grand public que, tu sais quoi, la cybersécurité, la cyberattaque, elle ne touche pas seulement que les autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand peut-être les gens vont commencer à avoir ça en tête, les choses vont commencer à le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment urgence pour mettre en place des choses. Et la dernière, c'est tout simplement faites de la cyber, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, hein, t'as beau être boulanger, t'as beau être artisan, être un peu dans le fin fond du Larzac, à couper du bois, élever un peu des chèvres, qu'elles soient connectées ou pas. À un moment donné, chèvres connectées, belle image du futur. Et d'ailleurs, je me dis qu'il va falloir peut-être qu'un jour que j'aille un peu dans le Larzac élever des chèvres connectées et me reconnecter à la nature. Non, je déconne, ou pas. Mais en fait, je pense que non, mais je pense que sincèrement, tout le monde aujourd'hui en fait a une adhérence à l'informatique, au numérique, et donc qui dit adhérence à ça, dit à un moment donné avoir un mini système qui soit juste un progiciel ou en tout cas un ERP pour gérer tes clients, et à un moment donné qui va être connecté sur le net, et puis même toi tu vas intéresser limite le petit cybercriminel un peu du quartier qui commence à se rendre compte, tiens, je peux là maintenant je vais plus commencer en fait à vendre un peu du shit, de la drogue, mais je peux commencer au contraire être chez moi parce que j'ai suivi 2-3 petits tutos en plus de gars. D'ailleurs, on va en parler un peu, tu vois, de cybercriminels qui vont montrer comment le faire, comment acheter un VPS pas du tout traçable. Et au lieu de demander, 1000 euros, je vais juste demander 500 balles pour me payer, tu vois, la dernière PS5 qui vient de sortir, au FIFA 23 ou un petit truc. Tu vois un peu l'idée ou pas? Oui, au début, ça commence comme ça. Et ça commence en fait forcément comme ça. Et puis petit à petit, tu commences à te rendre compte que tu peux en faire beaucoup plus, beaucoup, quoi. Mais on a l'impression, nous, que quand on rencontre des entreprises qui se sont fait attaquer, elles prennent conscience du risque à ce moment-là. Malheureusement, il est très difficile de prendre conscience du risque avant de se faire attaquer. En général, les entreprises mettent en place des systèmes, mettent en place des mesures de cybersécurité au sein de leur entreprise après s'être fait attaquer. C'est très difficile de sensibiliser tout le monde à un risque qui est invisible, en fait. Le risque, il est invisible. On a l'impression que ça arrive qu'aux autres, que c'est un petit peu de la science-fiction, qu'on voit ça dans les films, mais que ça ne va pas nous arriver à nous parce qu'on n'intéresse pas les hackers. Pourtant... ça me fait tellement sourire ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai. Aujourd'hui, la cyber, elle est vue comme étant proactif. On n'est jamais en préventif. C'est un peu comme l'assurance. Une assurance classique que tout le monde a. Tous les mois, tu vas payer un peu l'assurance du coup de ta bagnole. C'est ça, un peu de ta bagnole. Et puis un jour, tu paies pas l'assurance. T'as un énorme pépin et là, tu te dis, c'est pour ça que je paye. Et en fait, la cyber, elle est vraiment vue comme un centre de coût, alors que moi, je suis pas d'accord avec cette, vraiment dire ce postulat-là. Moi, je suis totalement convaincu que la cyber peut être vue, au contraire, comme un centre de valeur et pas comme un centre de coût. La cyber est là, limite, pour contraindre, pour vraiment venir contenir le risque. Et là où tu devais, par exemple, peut-être dépenser 50 balles, tu pourrais juste dépenser 10 balles en tenant totalement. Et donc, au contraire, venir même pour toi, c'est plus rentable pour l'entreprise de mettre en place des mesures de cybersécurité dès le début plutôt que de payer une rançon 15 ans plus tard. 15 fois plus. 15 fois plus. Et là aussi, ça nous ramène une fois encore et encore toujours aujourd'hui à cette... comment dirais-je ? À ce paradigme-là,
commence simplement quand tu vas voir des entreprises qui n'ont rien à voir avec déjà le domaine du numérique, leur faire comprendre que toi, t'es déjà attaqué ou tu vas l'être là dans la semaine, dans le mois, dans l'année à venir. Et tu vas devoir débourser peut-être 10 fois plus ou 20 fois plus du budget que tu avais initialement donné à ton DSI, à ton RSSI. Leur faire comprendre que même si tu penses que tu n'intéresses personne, moi, le fait que je puisse avoir la main sur tes données ou sur ton serveur, ça va me permettre de faire autre chose et que peut-être au regard un peu de la loi, au regard un peu de la convention de Budapest, de toutes les lois qui existent, ce serait toi qui va être, enfin, c'est toi qui serais plutôt responsable légalement s'il doit y avoir. Et je pense qu'il y a je n'ai absolument pas la solution, parce que je pense que si je l'avais, d'autres aussi auraient pensé à ça, mais qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, encore et encore, de faire de la formation, de la sensibilisation. Et justement, est-ce qu'on pourrait expliquer aux dirigeants de TPE-PME pourquoi les hackers s'intéressent à eux ? Bah, parce que ce sont des cibles un peu trop faciles. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Avant, les hackers, ils ciblaient plutôt des grands groupes, des entreprises connues. Ça allait leur faire du mal, ça allait paraître dans la presse, ils allaient avoir des problèmes sur leur notoriété de marque. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un hacker d'aller attaquer une petite entreprise, je sais pas, un fleuriste qui vend des fleurs en ligne et qui les fait livrer dans le sud de la France ? 3 intérêts que j'y vois. Le premier, cible très facile, et surtout un peu trop crédule. Ce que je dis, ça n'a rien de péjoratif. J'appelle demain le fleuriste ou la fleuriste qui se trouve pas très loin de chez moi. Je me fais passer pour un fournisseur, ou alors venir lui livrer en lui faisant croire qu'il y a eu peut-être un léger décalage, et que fort de ça, elle ne paiera pas la livraison, ou qu'elle a peut-être gagné quelque chose. En tout cas, je la mets en condition émotionnelle. J'aime bien en fait la partie émotionnelle, pour qu'elle puisse cliquer là-dessus, donc me donner un peu les liens en tant que soit d'accès. Oui, les hackers n'exploitent pas que des failles techniques, mais aussi beaucoup des failles humaines. Et c'est pour ça que je disais que les biais cognitifs et un peu venir hacker le cerveau des gens, c'était assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes aussi toute la littérature, toutes les cyberattaques, seulement 20% d'entre elles sont seulement l'œuvre directement de failles techniques. Voilà, on a un peu fait tout à l'heure, on donnait un peu l'exemple de Uber, mais il y a aussi un peu énormément d'autres exemples où à chaque fois c'est soit le phishing, soit du spear phishing. Donc la différence du phishing. Phishing, donc le hameçonnage, un faux mail qui est envoyé. Exactement, donc le phishing qu'on va vraiment envoyer à 100 personnes, 200 personnes, donc en tout cas un large nombre de personnes. Alors que le spear phishing... on fait du ciblage de masse en fait. Non, on envoie juste, en fait, c'est un envoi de masse, c'est pas du ciblage de masse. Du coup, on cible pas, pardon. Voilà, alors que le spear phishing, lui, il est totalement ciblé. D'ailleurs, mais là, on cible des personnes surtout, pas des entreprises. Exactement. Ça peut être donc des personnes, des entreprises par le biais de personnes. Et typiquement, une des arnaques les plus connues, en tout cas une des attaques les plus connues du spear phishing, c'est la fameuse fraude au président. Où on va se faire passer. Tu sais, voilà, c'est là en fait on va venir envoyer un mail. Le président de la boîte, auprès des employés. Pas de l'employé, en tout cas de 2-3 qui sont soit le directeur financier, soit le DAF, ou alors de la secrétaire qui, elle, peut émettre un ordre de virement, parce qu'on aura quand même pris le temps. Et donc c'est là aussi où l'OSINT rentre un tout petit peu en jeu. On aura quand même pris un peu le temps de savoir qu'actuellement le PDG, il est soit à l'autre bout du monde, ou soit alors dans un séminaire, qu'il n'a pas forcément accès à ce moment-là. L'attaquant s'est infiltré depuis un moment et il surveille un peu l'emploi du temps du PDG pour envoyer les mails au bon moment. C'est comme ça que ça se passe ? En fait, c'est plus ou moins l'idée. Donc tu vas quand même avoir énormément de contexte pour que lorsque tu vas envoyer le mail, donc soit à la secrétaire ou soit au DAF, tu puisses lui se dire en fait, d'accord, tout ce que j'ai dans le mail, ça correspond, donc je peux faire mais vraiment le virement, mais sans aucune once de soupçon. Ouais. Et ça passe. Et là, tu peux faire un virement de 10 000, 20 000 euros voire sur le compte d'un hacker sans le savoir. Exactement. Et donc ça, c'est un peu, on va dire, la première partie, un peu cible facile, crédule. Autre en fait vraiment deuxième point qui est plutôt évident, c'est que quand tu dis quand même, on revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais que le ou la fleuriste va faire vraiment un tout petit chiffre d'affaires, et que si tu lui dis demain tu vas pas du tout ouvrir pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, je suis pas très sûr qu'elle tienne, et donc je suis même quasiment sûr qu'elle va se dire
ok, comment on trouve un peu un petit moyen à l'amiable, limite même je te fais un virement là-dessus ou 2 000 €, mais moi je veux continuer à faire ça, quoi. Et le troisième, c'est que c'est un peu ce que j'appelle moi du cyber-opportunisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont attaquées, mais c'était pas elles à la base qui étaient attaquées. Tu sais, c'est un peu comme si tu jetais un énorme filet en pleine mer et que le filet te remonte à la fois des crabes, de la dorade, du menu fretin. Et à côté de ça, voilà, tu commences un peu à faire le tri. Et aujourd'hui, et là, c'est énormément ce qui se passe parce que tu vas avoir des systèmes. Donc là, on va revenir un peu plus sur la partie légèrement technique. Donc aujourd'hui, on a beaucoup on va plutôt utiliser pas mal de plugins, pas mal de systèmes qui sont conçus par d'autres. Donc on n'a pas totalement la main. Et comme on le connaît, donc il y a quotidiennement des vulnérabilités qui sont découvertes par des équipes de chercheurs, par des chercheurs indépendants en cybersécurité comme moi, comme d'autres, qui vont les publier. Et entre le temps où tu vas venir corriger, patcher ces vulnérabilités, et le temps où tu vas le faire, bah parfois tu peux un peu avoir une semaine, un mois, 2 mois, et on connaît tous les problématiques. Mises à jour. Les fameuses mises à jour et le fameux Patch Tuesday pour nos amis qui s'y connaissent un peu plus, le fameux les fameuses un peu corrections de vulnérabilité de Windows qui sont toujours entre autres le mardi. Et donc là vraiment et on connaît d'ailleurs en fait un peu tous ici la complexité des différents systèmes d'information. Parfois c'est pas si simple que ça de faire une petite mise à jour, hein. Bah pour la faire parce que ça va venir impacter telle ou telle autre application métier, ou un peu faut avoir tout un tas de conditions idéales pour faire cette mise à jour. Et entre le temps où tu vas la faire, en tout cas entre le temps où la vulnérabilité a été découverte et le temps où tu la mets, je pense qu'on connaît tous, hein, moi le premier, je connais parfois des entreprises qui mettent jusqu'à 6 mois à corriger. Ah mon Dieu. Elles savent qu'elles sont à poil. Et donc c'est là un peu donc moi ce que j'appelle un peu le cyber-opportunisme, bah hélas. Les hackers savent qu'il y a une faille, ils savent que les entreprises mettent du temps à faire leur mise à jour et ils vont attaquer. C'est exactement ça. Et donc tu te retrouves c'est exactement ça. Donc tu te retrouves un peu être pris dans cet étau-là et tu peux rien faire. Donc la majorité des attaques peuvent aussi être évitées avec des gestes plutôt simples à mettre en place. La cybersécurité, c'est pas si compliqué que ça parfois. Non mais moi je pense, mais sincèrement une fois de plus, hein, que la cyber c'est pas compliqué. En tout cas on la rend compliquée parce que parce qu'il y a le monde du dark web, on sait pas trop qui est derrière tout ça. Beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple que ça. Déjà en interne, entre guillemets, on va un peu te faire chier littéralement. Je suis désolé un peu d'utiliser ce terme-là. Bah limite un peu à changer ton mot de passe tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Mais ça c'est contre-productif. Je pense que c'est beaucoup. Il faut changer un mot de passe seulement quand il est compromis. C'est pas ça. Ça c'est une première, mais non. Enfin, ce que je veux dire un peu derrière, c'est un peu d'expliquer. Enfin, moi, je préfère. Plus tu le changes souvent, plus tu vas choisir des mots de passe faciles à retenir parce que tu le changes trop souvent. Exactement. Et surtout, plus aussi tu vas retomber un peu, tu vois, dans cette fameuse mécanique, parce qu'en fait, ici tous autour de la table, mais aussi toutes les personnes qui vont nous écouter, nous sommes tous des personnes qui sommes éminemment prévisibles. Moi, le premier. Donc, t'as beau là-dessus, un mot de passe, juste pour la petite anecdote, on peut commencer à deviner vraiment ton mot de passe au bout de 10 tentatives, en tout cas, de 10 questions. Si on passait une soirée ensemble, au bout de 10 questions bien choisies, bien prédéfinies. Tu connais le nom de mon chat, ma date de naissance, tu mets 2-3 caractères spéciaux derrière et hop, t'essayes les mots de passe. Non mais vraiment. Et au-delà de ça, en fait, au-delà de ça, ce qui va être intéressant, bon voilà, pour la petite anecdote un peu, lors d'une soirée, avec une certaine personne, on discute, voilà, je dis jamais ce que je fais de manière générale, en fait, je raconte toujours, en fait, un peu les trucs à côté, mais on commence à discuter, et puis là, je lui dis, écoute, on peut faire ce petit test. Et ce qui est intéressant, c'est de commencer en fait plutôt à poser des questions, une fois de plus, qui vont impliquer la personne. Intéresse-toi à elle et vois un peu qu'est-ce qu'elle aime, ce qu'elle fait. Et la plupart du temps, je peux te dire que les mots de passe que nous choisissons, ce sont des choses qui ont un certain attrait émotionnel ou personnel. Ça peut être de la famille, ça peut être dans le sport, ça peut être politique, ça peut être... C'est toujours ça. T'as un conseil à donner pour choisir un bon mot de passe ? Ouais. Vas-y. On t'écoute. Le seul conseil que je donne, c'est d'utiliser une passe de phrase. Et pour la passe de phrase... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais. Et pour la passe de phrase, en fait, il y a une figure de style, parce que j'adore les figures de style. Et il y a une figure de style où tu as toutes les lettres de l'alphabet à l'intérieur, donc toutes les 26 lettres de l'alphabet. Et une de ces phrases les plus connues, c'est: serveur, cachez-moi donc ce vieux whisky que je ne saurais boire.
quand tu regardes, tu as toutes les lettres dedans. Puis après, tu peux commencer à le complexifier légèrement. Donc le complexifier, c'est commencer à utiliser ce qu'on appelle des majuscules de ponctuation. Donc ça veut dire qu'à chaque mot, tu vas commencer par une majuscule, donc serveur S majuscule, caché C majuscule, ce C majuscule, etc. Puis après, juste un peu plus compliqué pour le complexifier, bah tu peux dire que un mot sur 2 ou un mot sur 3, ça va être soit un espace, soit un underscore, ou soit un point d'interrogation. Je peux dire que juste ça, bah même en fait les ordinateurs quantiques qui viennent, ils pourront pas péter ce genre de choses. Bon, bah là c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais l'idée c'est vraiment de prendre quelque chose qui soit beaucoup plus compliqué, mais vraiment une passe de phrase. Et à titre perso, moi en fait je connais que 2 mots de passe, donc ma passe de phrase qui fait un peu plus de 70 caractères. Après en fait ce qui est juste un peu chiant, c'est que parfois quand je suis un peu trop rapide à taper, je fais quelques petits typos, mais j'ai juste ça à retenir. Et donc aujourd'hui un bon mot de passe, c'est juste de prendre plutôt une passe de phrase, de l'avoir en tête, et c'est bon. Et derrière, d'utiliser ce qu'on appelle un vault, donc comme KeePass ou LastPass, qui vont permettre de venir générer pour n'importe quel site un nouveau mot de passe. Tu veux dire un générateur de mots de passe ? Si c'est un générateur de mots de passe, donc c'est ça, oui, en fait, un vault, un portefeuille en français, un container. Et dans les plus connus, on a KeePass, donc qui est quelque chose en ligne qui est totalement déconnecté, ou alors il y a LastPass en ligne, ou alors Bitwarden si vous êtes un peu dans une entreprise. Dashlane par exemple. Voilà, exactement tout ça. Et donc le générateur, bah lui, le gros intérêt, c'est que le jour où tu as envie de changer un mot de passe, ou le jour où tu sais que ton adresse mail a été compromis, automatiquement tu changes et t'as pas à le faire pour tout, quoi. Et c'est vraiment aujourd'hui ça c'est pratique, ça enlève une certaine charge mentale. Mais c'est exactement ça, quoi. Mais vraiment, pour choisir un bon mot de passe, il y a juste à retenir une bonne passe de phrase et c'est tout. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ça, aujourd'hui il y a quand même certaines personnes, certains groupes, certaines alliances qui commencent un peu à mettre FIDO en place, et en nous disant que les mots de passe ne servent plus à rien et que demain on va plutôt aller sur du passwordless. D'ailleurs, l'empreinte digitale, voilà, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Mais t'as aussi Apple qui développe tout un système avec l'iPhone et tout ça, parce qu'en fait les gens, comme je disais, une fois de plus, sont tellement prévisibles, et quand on va te faire changer ton mot de passe 15 fois, 20 fois, bah, à un moment donné, tu vas revenir sur les mêmes et puis on les retrouve, quoi. Merci beaucoup, Clément. Pour clôturer cette émission, j'ai une dernière question. Tu nous as donné en tout début d'émission ton nom de hacker. Donc vous avez tous un pseudonyme en tant que hacker, que ce soit hacker éthique ou hacker non éthique. Donc ton nom, c'est Sax, S-A-X. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, cette tradition d'avoir un pseudonyme déjà quand on est hacker ? C'est très spécifique. Et peut-être nous en dire un peu plus sur le tien ? La spécificité d'avoir un peu un pseudo dans le milieu du hack ou dans d'autres milieux vient un peu du fait qu'initialement, quand tu faisais un peu entre guillemets des exploits, quand on réalisait typiquement que tu trouvais des failles, ce genre de choses là, tu les publiais sous un pseudo. Typiquement le fameux act by, qu'on a presque peut-être vu un peu dans les captures d'écran, en tout cas que les techniques connaissent plus, donc ça vient un peu de là. Et donc aujourd'hui, de manière assez normale, en tout cas à l'époque et encore aujourd'hui, beaucoup de nouveaux apprentis ou en devenir hackers, se choisissent un peu un nom, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais il y a aussi derrière, il ne faut pas du tout l'oublier, le fait quand même qu'à la base certains voulaient être anonymes, et d'ailleurs continuent un peu de l'être, et donc juste d'avoir un pseudonyme, c'est mieux que de donner un peu le patronyme. Mon pseudo à moi, très peu de gens savent ce que ça veut dire, parce que je n'explique seulement cette petite anecdote que dans certaines conférences de Barbu. Les conférences de Barbu, c'est là où il y a que des confs techniques, on se retrouve entre personnes du milieu là-dessus, et je l'ai dit après une certaine heure, après avoir pris quelques verres de vin, entre autres pour moi, vu que je préfère le vin que les autres choses. Et ce sera pour une autre fois autour d'un verre. Alors merci Clément Domingo. Merci pour l'invitation. D'avoir participé à la première émission du podcast Le Monde de la Cyber.